Et pour évoquer dans cette seconde partie le sujet de la grève des travailleurs, de la synergie des travailleurs du Togo, nous recevons le docteur Gilbert Tcholenyanou. Il est le porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Docteur Tcholenyanou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, Samuel. Alors, la synergie des travailleurs du Togo a lancé un mot d'ordre de grève ce jeudi. Alors, une première question, pourquoi vous en êtes encore arrivé là? On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci, Samuel. Une première question, pourquoi on en est arrivé là? C'est justement parce que depuis un certain nombre de mois, on s'est rendu compte que l'accord qu'on avait signé avec le gouvernement le 7 octobre 2013 a eu de la peine à être exécuté. On avait donc décidé en 2013, 7 octobre, de consacrer l'année 2014 à la résolution des points de la plateforme. Je voulais rappeler en fait que la plateforme que nous avions introduite auprès du gouvernement en son temps, en 2013, comportait 8 points. Et je voudrais rappeler 4 points essentiels. Le premier était l'augmentation de la valeur indiciaire à 100%. Le deuxième point, c'était de redresser la grille salariale sur les SMIG de 2008 et de 2011 qui ont été augmentés par le gouvernement. Le troisième point était relatif aux primes de transport. D'accord. Et le quatrième point était relatif aux allocations familiales qui sont actuellement de 2000 francs CFA et qui datent depuis les années 60, année d'indépendance du Togo. Donc, c'est les 4 points essentiels. Les 4 autres points sont relatifs aux agents permanents dont les arriérés devraient être versés, sont également relatifs aux indemnités de départ à la retraite qu'on a suspendues. Donc, on a demandé que cela soit rétabli et que donc certains parents retraités qui sont tombés sous le coup de la suspension puissent entrer dans leurs droits. Nous avons également évoqué l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite à 60 ans et la correction de certains tests qui figurent dans le statut général de la fonction publique qui a été adopté le 20 janvier 2013, bientôt donc 2 ans. Voilà à peu près les 8 points qui étaient sur la plateforme. Et malheureusement, pour tout vous dire, certains points de cette plateforme ont connu un début de résolution. Il s'agit des points relatifs aux tests, des points relatifs à l'âge de départ à la retraite et également des points relatifs aux agents permanents, leur arriéré et à l'indemnité de départ à la retraite qui a commencé par être versé à certains retraités. Mais les 4 points essentiels qui ont été les premiers que j'ai cités n'ont pratiquement pas connu de point d'accord. Qu'ils vous souviennent que c'est juste les 20 et 30 000 francs que le gouvernement a donné sous forme de cadeau au départ. Et vu que le gouvernement nous avait dit qu'il n'avait pas les moyens d'augmenter les salaires, on a donc convenu ensemble de maintenir les 20 et 30 000 francs pour l'année 2014. Le temps de discuter et de trouver donc les mécanismes pour pouvoir augmenter les salaires pour 2015. Malheureusement, en 2014, on n'a jamais ouvert les discussions, comme prévu par l'accord de 2013. Et donc, on était obligé de revenir au devant de la scène pour dire au gouvernement qu'il n'a pas respecté les engagements pris avec nous en 2013. Voilà les motifs qui nous poussent à reprendre le devant de la scène en allant en grève. Alors, ces engagements dont vous parlez, est-ce que ça veut dire que le gouvernement vous est d'accord pour toutes ces augmentations-là? Non, il n'est pas dit qu'ils sont d'accord, mais le gouvernement était disposé à discuter avec nous sur le comment les augmentations à faire, comment est-ce qu'on doit les faire, ces augmentations, et comment essayer d'évoquer les autres points qui restaient. Oui, mais là, dans ce cas, pourquoi vous parlez d'accord si l'accord était essentiellement basé sur le fait que, comme maintenant les 20-30 000 pour 2014, le temps de trouver ensemble l'augmentation à faire pour 2015. Mais est-ce que là, ça a changé? Oui, malheureusement, on n'a même pas eu le temps de discuter en 2014 pour préparer 2015. Le problème se passe à ce niveau-là. On n'a jamais eu le temps de discuter en 2014 pour pouvoir préparer 2015. La discussion qui est arrivée en 2014 s'est focalisée sur la grille. Il fallait arriver à une grille consensuelle pour 2015. Et je peux vous dire que sur la grille, on n'est jamais arrivé à se mettre d'accord sur la grille indiciaire. Alors, expliquez-nous un peu, quand vous parlez de grille indiciaire et tout ça, pour celui qui n'est pas fonctionnaire, c'est des trucs qui sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Voilà, la grille indiciaire, en fait, c'est un tableau avec des points à l'intérieur
selon des catégories qui permettent de calculer le salaire du fonctionnaire, suivant les catégories. Et donc, par rapport à cette grille, il y a des avancements qui s'opèrent selon un nombre d'années, qui vous permettent d'avancer et donc d'aller d'un échelon à un autre, d'une catégorie à une autre, ainsi de suite. Et donc, c'est cette grille-là qui permet en fait de pouvoir calculer le salaire qu'un fonctionnaire à telle catégorie, à tel échelon, doit recevoir. Donc, c'est des trucs avec des points, et c'est sur cette base-là qu'on fait des calculs en tenant compte de la valeur indiciaire qui est fixée par le pays. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous, au niveau de la STT, vous demandiez au gouvernement? Alors, au niveau de la STT, nous avions demandé dans notre plateforme de revendication en son point 2, nous avions demandé clairement que la grille soit redressée sur l'augmentation qui s'est opérée sur le SMIC en 2008 et en 2011. Alors, c'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire concrètement, le SMIC a subi des augmentations. En 2008, il est passé de 13 000 à 28 000. Et en 2011, il est passé de 28 000 à 35 000. Quand ça s'est fait, en son temps, les écarts, vous savez, quand on prend la grille salariale, il y a des écarts qui sont maintenus selon le niveau de diplôme. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, des gens qui étaient à 13 000 en 2008 ont vu leur salaire augmenter pour passer à 28 000. Mais au même moment, des gens gagnaient 28 000 déjà, à l'époque. Ces personnes qui gagnaient 28 000 n'ont pas vu leur salaire augmenter du tout. Ils se sont fait donc rattraper par ceux qui étaient à 13 000. Est-ce que vous comprenez? Et en 2011, ceux qui gagnaient 35 000 se sont fait rattraper par ceux qui gagnaient 28 000. En somme, les écarts qui étaient maintenus dans la grille sur la base des diplômes que les gens avaient, du coup, les écarts ont disparu plus ou moins, ou bien ont été réduits selon. Et au même moment, les écarts qui existaient entre les gens qui étaient au SMIC, enfin les SMICards, comment on les appelait de manière péjorative, excusez-moi un peu, de les appeler comme ça, les SMICards. Donc, ces écarts qui existent entre les SMICards et les gens de la catégorie C, B et A, par exemple, se sont vus réduits considérablement du fait de l'augmentation du SMIC. Et donc, nous avions demandé simplement que les écarts qui existaient dans la grille au niveau du Togo soient restitués en redressant la grille sur les augmentations qui sont opérées en 2008 et en 2011. C'est tout simplement ça, ce n'est pas grand-chose. Et le nombre de points qui devraient être ajoutés pour opérer ce redressement est l'équivalent de 280 points. Alors là, ça veut dire qu'il y a peut-être une frustration au niveau de ceux-là qui auraient peut-être un doctorat ou bien une maîtrise ou une licence, sont frustrés de voir des gens qui ont le BPC et tout ça les rattraper, c'est ça? En fait, ce n'est pas tant la frustration qui pose problème. C'est le fait de faire en sorte qu'on maintienne les critères d'excellence. Vous convenez avec moi que l'agent qui a le BPC ne peut pas avoir le même salaire qu'un agent qui a le bac. Si on le fait ainsi, ça voudrait dire que nous-mêmes, nous faisons l'apologie un peu, excusez-moi l'expression, de la médiocrité. Puisque si on peut payer quelqu'un qui a le bac au même salaire que celui qui a le BPC, comment voulez-vous dire aux jeunes qui fréquentent aujourd'hui de faire l'effort d'avoir le bac? Puisqu'il sait dardard que s'il a le bac ou le BPC, il est astreint au même salaire. Donc, c'est le respect de l'excellence qui figure dans la grille qui nous amène à dire qu'il faut donc redresser cette grille-là en tenant compte de ces paramètres initialement adoptés dans la grille avant 2008. C'est juste ça. Donc ce n'est pas la frustration, au contraire, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers la culture de l'excellence et de maintenir le fait que qui a un diplôme élevé doit forcément doit aussi un salaire convenable. Alors là, ça, c'était des propositions que vous aviez faites au gouvernement. C'était l'une des revendications, le point 2 de la plateforme, redresser la grille sur l'augmentation des SMIC de 2008 et de 2011. C'est ce que nous avions demandé au gouvernement. Et malheureusement, c'était compliqué parce que le gouvernement disait que c'était beaucoup d'argent pour lui et il n'était pas donc disposé à le faire. Et il proposait simplement d'ajouter dans le temps, à l'époque, les 30 points qu'il avait octroyés aux centrales syndicales dans le temps, qu'il voulait les ajouter. Maintenant, à un moment donné, le gouvernement a dit simplement qu'au lieu de faire les 30 points, qu'il est disposé uniquement à intégrer les 20 et 30 000 qui nous avaient octroyés sous forme de cadeaux en 2013, à les intégrer à la grille. Uniquement ça, et ne plus revenir sur le redressement par rapport au SMIC des années 2008 et de 2011. Est-ce que ce n'est pas une bonne avancée, ça?
Non, le fait d'intégrer les 20-30 000 à la grille est une belle avancée, d'autant plus que ça permet à nos parents retraités aussi d'avoir un peu de souffle pour pouvoir vivre. Mais au même moment, nous n'avions jamais demandé les 20-30 000. Il faudrait qu'on se mette d'accord Mais là-dessus. c'est un acquis syndical. C'est un acquis syndical dans la mesure où le gouvernement s'est proposé de le faire lui-même, en attendant de régler. Bon, à l'époque, il y avait aussi une pression que vous aviez mise. Non, la pression, c'était des mouvements syndicaux. Ce n'était pas des pressions, aucunement. Nous avions demandé au gouvernement d'opérer des réformes sur la base des salaires des fonctionnaires. Et ces réformes, en fait, font appel à une question fondamentale qui est celle de la qualité des dépenses publiques. Parce qu'une fois qu'on gère bien les revenus de l'État, fondamentalement, on pourra dégager pour nous des excédents qui pourraient permettre à ce que les fonctionnaires soient bien traités. Donc, c'était pour nous la démarche initiale. Et aussi sur le fait qu'ils vous en souviennent que le Togo a été le seul pays de la zone au franc, après la dévaluation, qui n'a pas eu des mesures d'accompagnement. Alors que tous les autres pays ont eu ces mesures d'accompagnement. Et je vous rappelle que l'année passée, enfin en 2014, les mêmes pays ont augmenté les salaires de leurs fonctionnaires. Mais le Togo réussit toujours à ne pas le faire. Donc on ne comprend pas pourquoi, avec le retour de la croissance économique, qui table aujourd'hui quasiment à 5%, le Togo ne soit pas capable d'opérer les mêmes augmentations de salaire que les autres pays et n'arrive pas donc à avoir une disposition pour faire en sorte que le retard d'au moins 15 ans que les salaires des Togolais, le retard que les salaires connaissent, que ce retard-là soit rattrapé d'une manière ou d'une autre. Donc c'est par rapport à tout ça que les travailleurs togolais se sentent un peu frustrés en voyant que leur salaire étant resté quasiment stationnaire en dépit de quelques convulsions d'augmentation de 1, 2, 3%. Vous les minimisez? Oui, par rapport à ce que ça représente sur le salaire, c'est l'équivalent peut-être de 500 francs ou de 1000 francs CFA, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, par rapport à cela, les Togolais se disent non, on ne peut plus rester en marge de l'évolution ou de l'histoire de notre sous-région. On n'a pas eu les mesures d'accompagnement en 1994 par rapport à la dévaluation. Et au jour d'aujourd'hui, avec les 5% de croissance économique, on n'a rien non plus. Donc, c'est un peu délicat à comprendre. Alors, tout cela, c'était sur les revendications que vous aviez posées en 2013, pardon, et des discussions auraient dû être engagées en 2014. Alors, si discussion, il n'y a pas eu, à qui la faute? Non, ben, je pense que le fautif se connaît. Nous n'avons pas excusez-moi, on n'a pas la prétention ici d'être jugé parti et de dire que tel est fautif, tel ne l'est pas. Nous avions adressé un courrier de relance au gouvernement pour lui demander de se remémorer les termes, les clauses de l'accord d'octobre 2013, qui stipulent clairement qu'il nous faut ouvrir à la fin du premier semestre de l'année 2014 une table de suivi de négociations pour pouvoir préparer l'année 2015 sur la base des recettes que l'OTR aurait fait. D'autant plus qu'en 2013, il nous avait été dit clairement qu'on allait créer l'OTR, et que ce serait une machine qui permettrait au Togo de renflouer ses caisses et donc d'envisager une planification sur 2015 et donc d'attendre. Donc c'est sur la base de ces promesses-là que nous avions accepté, signé l'accord et patienté. Le premier semestre 2014 est arrivé à son terme. Nous avions relancé le gouvernement à 2 ou 3 reprises. Les courriers sont là, datés, mais on n'a jamais eu de retour par rapport à l'ouverture de la table de négociation. L'invitation qu'on a eue a été celle d'aller discuter avec les autres centrales sur la grille indiciaire, ce que nous avions fait. Et on n'est jamais arrivé non plus à un compromis à cette table de négociation. Donc vous comprenez aujourd'hui que s'il faut trouver un fautif, ben, à chacun de se faire une idée. Alors, vous dites que vous n'êtes jamais parvenu à un accord avec les autres centrales. Ça, c'est pas au gouvernement de régler cette question-là. Nous étions la synergie avec les autres centrales en négociation avec le gouvernement. Et pour vous dire tout, la synergie et les autres centrales étaient d'accord sur un point. Le point d'intégrer non seulement les 20-30 000 francs à la grille, mais aussi de redresser la grille. Puisque pour nous, ça devient une injustice sociale que de réduire les écarts qui existaient initialement entre les travailleurs. En somme, de faire un peu la promotion de la médiocrité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'était pour nous l'objectif, de faire en sorte que cela se fasse. Les centrales et la synergie étaient d'accord sur ce point-là. On voulait qu'on intègre les 20-30 000 à la grille, on voulait qu'on redresse la grille sur les SMIC de 2008 et de 2011, et puis qu'on ajoute les 30 points que le gouvernement lui-même avait promis aux centrales syndicales dans le temps, lorsque la synergie a commencé ses mouvements. Donc c'était les 3 points sur lesquels les centrales et la synergie étaient tout au moins d'accord.
Donc, pour nous, ce n'était pas du tout un problème entre les centrales et nous, mais c'était par rapport au gouvernement qui avait eu un malentendu. Mais pourquoi vous, à la STT, vous refusez de comprendre le gouvernement lorsqu'il vous dit qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse pour des augmentations? Mais Monsieur Samuel, reconnaissez que c'est une rengaine qu'on sert depuis des décennies, là. Il n'y a jamais d'argent au Togo. Mais on ne peut pas continuer par nous servir ça. À un moment donné, quand on nous dit... Vous doutez de la bonne foi des autorités? Non, nous ne pensons pas, nous ne parlons pas de bonne foi ou non. Nous ne pensons pas que quelqu'un ait envie de vouloir délibérément dire le contraire des choses. Non. Parce que pour le moment, Nous vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a dit que l'OTR sera créé, que les caisses de l'État vont être renflouées. Ce n'est pas encore le cas. Hein. L'OTR ne montre pas encore, ne fait pas encore de miracle en matière de recettes. Ben, vous le savez comment, Monsieur Samuel? Vous avez les chiffres de l'OTR là? Je suis journaliste. Ah d'accord, tant mieux de nous informer. N'empêche, mais ce que nous disons, c'est que, vous voyez, il y a autant de paramètres qui pour nous amènent à nous interroger. Le Togo n'est pas moins riche que le Niger, que le Bénin ou que le Burkina Faso. Tout à l'heure, j'ai dit que le Togo est à au moins 5% de croissance économique. Au jour où nous parlons, où le FMI parle de la croissance économique qui soit tout au moins, qui profite à tous, on se rend compte que la croissance économique du Togo ne profite pas aux travailleurs, aux Togolais en général. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas, vous et moi, enfin vous peut-être, moi pas, nous ne savons pas les clauses des contrats miniers que le Togo a signés avec les différents exploitants miniers. Quelles sont les parts de ces exploitants-là dans nos budgets? À combien ces exploitants-là, ces industries, ces entreprises-là contribuent au budget? Comment se font les gestions des recettes de l'État? C'est autant de questions qu'on se pose. Nous ne savons pas. Mais nous n'avons pas besoin, en fait, nous, d'aller jusque-là. Nous avons juste envie d'une seule chose, et ce n'est que légitime, que l'État fasse en sorte, comme lui-même il reconnaît que le Togolais accuse 15 ans de retard en matière de salaire, que l'État planifie cela pour que les fonctionnaires togolais, les travailleurs togolais ne soient plus à la traîne dans la sous-région. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans la sous-région, vous remarquez que le Togo est à la traîne sur le plan des salaires. Mais quand vous prenez par exemple un enseignant du secondaire au Togo, à combien vous évaluez aujourd'hui son salaire? Alors, ben justement, vous voyez, j'ai sous les yeux un bulletin de solde. Je prends le cas d'un enseignant au secondaire, catégorie A1, recruté par exemple en 2007, d'accord, et donc qui est première classe, premier échelon. Alors, cet enseignant, le solde de base cadre est à 174 463 francs. Recruté en 2007, catégorie A1, première classe, premier échelon. Le solde de base est à 174 463 francs. C'est ce solde-là qui l'amènera à la retraite, avec les évolutions qu'il aura, ultérieurement bien sûr. Ça, c'est un enseignant du secondaire au Togo. Vous voyez, je reprends dans la suite de votre interrogation, je reprends un agent de la santé, un médecin, d'accord, recruté en 2011. Il est cadre, catégorie A1, deuxième classe, quatrième échelon. Le solde de base de ce médecin, docteur d'État en médecine, est de 160 000 francs, 689 francs, 160 189 francs CFA. C'est ce solde-là qui est le solde de base. Je ne parle pas des primes qui s'ajoutent après. Je parle du solde de base. Je prends le cas maintenant d'un fonctionnaire de l'administration. D'accord? Alors, recruté en 2013, catégorie A2, deuxième classe, troisième échelon. Son solde de base, cadre, est à 119 369 francs CFA. De manière globale, tout le monde stagne dans les 100 000 francs CFA. Aucun n'a dépassé le niveau de 200 000 francs CFA. C'est des cadres, ça. Les cadres au Togo ne dépassent pas 200 000 francs comme solde de base. Tout au moins quand ils commencent à travailler. Je ne parle pas de nos aînés qui sont à 20 ans, qui sont peut-être à 5 ans de la retraite ou bien à 10 ans de la retraite. Je parle de ceux qui ont commencé. Tout au moins, quand on regarde très bien ici, le plus âgé a au moins 7 ans, 7-8 ans de carrière. Ils stagnent tout dans les 100 000 francs CFA. Des cadres au Togo. Vous comprenez qu'il y a un problème. Est-ce que vous demandez, vous faites ces demandes aujourd'hui juste par comparaison avec les autres États? Ben absolument. Tant plus que nous sommes dans une dynamique d'intégration sous-régionale, on nous en parle tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, quand on
veut nous dire qu'on ne peut pas augmenter les salaires, on nous évoque les critères de convergence de l'UEMOA, que la dynamique de l'Union économique monétaire. Il y a des exigences aussi. On ne peut pas mettre toutes les recettes de l'État dans les salaires. Je vais juste vous rappeler un fait. Le Sénégal, en son temps, a demandé, à un moment donné, de ne pas respecter l'exigence de ce critère-là, qui est un critère de second rang, parce qu'il y a 4 critères de premier rang et 4 critères de second rang. Les critères de second rang sont des obligations faites au pays, forcément. Les critères de premier rang, par contre, oui. Alors, le Sénégal a demandé une fois de ne pas respecter ce critère-là qui parle de la masse salariale sur recette doit être inférieure à 35%, ne pas le respecter parce qu'il se disait qu'il était important qu'il augmente le salaire de ses travailleurs. C'était une urgence vitale pour le Sénégal. La Côte d'Ivoire aussi a fait la demande pour pouvoir augmenter le salaire de ses travailleurs. Et pourquoi le Togo, en se disant que avec 15 ans, puisque les gouvernants sont d'accord que nous avons accusé 15 ans de retard sur les salaires, pourquoi ne pas dire que de manière prioritaire, de demander à l'UEMOA de leur concéder que n'ayant pas eu les mesures d'accompagnement en 1994 et a accusé 15 ans de retard à cause de la crise économique et politique, qu'il est opportun aujourd'hui qu'on leur fasse une concession pour qu'ils puissent augmenter le salaire de leurs fonctionnaires parce qu'ils doivent rattraper 15 ans de retard. On doit commencer quelque part. Non, le Togo ne fait pas la demande. D'autres pays font la demande, mais le Togo ne fait pas la demande. Pourquoi? Là, la question se pose. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le salaire n'est pas une priorité pour nos dirigeants? On ne sait pas. Ils sont les seuls à pouvoir nous répondre. Mais pourquoi est-ce que les fonctionnaires togolais se comportent un peu, comme le dit parfois certains, le ministre se comporte un peu comme s'ils étaient les seuls qui méritent d'être satisfaits, alors qu'il y a aussi d'autres choses, d'autres urgences à régler dans le pays? Comme lesquelles? Il y a beaucoup, on ne peut pas tout mettre au niveau du salaire. Non, il y a d'autres choses à faire également. Que vous nous en fassiez cas de quelques-unes, par exemple. Je suis d'avis avec vous que les routes, ce sont des urgences, oui. Il y a des hôpitaux à construire, il y a plein de choses à faire. Mais au même moment qu'il faut construire les hôpitaux, on doit tout verser dans les salaires. Le budget de la santé est réduit de plus de 2 milliards. Au même moment qu'il faut construire les hôpitaux, le budget de la santé est réduit. Vous comprenez cela? La priorité, elle est où? Les salaires. Il y a la lutte contre la pauvreté. Il y a ceux-là même qui n'ont pas du tout accès au microcrédit qu'il faut gérer aussi. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Aujourd'hui, le Togo affiche un budget de 815 milliards. Vous pensez quel pourcentage on peut dépasser en termes de salaire pour régler le problème des fonctionnaires? Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un ratio de l'UEMOA. Nous disons qu'il est temps que le gouvernement sache que le salaire des fonctionnaires est une priorité. La lutte contre la pauvreté, vous en parlez. Je vais vous donner juste un exemple, très parlant d'ailleurs. À Sotobois, un chef canton, au cours de la tournée du gouvernement, au début de nos actions, pour pouvoir expliquer un peu les choses aux citoyens, à Sotobois, un chef canton a dit à un membre du gouvernement, ce que les travailleurs demandent, donnez-le leur. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nos cantons, nos villages sont représentés par une population donnée. Dans les villages, vous avez les cultivateurs, vous avez le forgeron, vous avez l'infirmier et vous avez l'enseignant. Lorsque vous payez bien le fonctionnaire, enfin, l'infirmier et l'enseignant, ces deux vont acheter le maïs du cultivateur. Le cultivateur a donc de l'argent pour non seulement améliorer ses outils de travail, coupe-coupe, mais il a aussi de l'argent pour pouvoir envoyer son enfant à l'école et le soigner s'il tombe malade. Au même moment, en remettant ses outils au forgeron, il donne au forgeron pouvoir d'achat. Lui aussi, il aura un peu d'argent pour pouvoir envoyer son enfant à l'école et le traiter quand il est malade. C'est un chef canton de Sotobois qui a, de manière extraordinaire, utilisé cette métaphore-là pour expliquer au gouvernement la question d'augmenter les salaires. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie une chose. Sur le plan sociologique, au Togo, il y a un lien très fort entre nous. Les familles sont des socles au Togo. Et l'entraide est telle que le travailleur, le salarié, est responsable de pratiquement tous les autres membres de la famille. Je ne vous apprends rien, c'est une vérité. Et donc, si on veut réduire la pauvreté, un des leviers sur lesquels on peut agir, et là, je prends en témoin le dernier rapport de la CNUSED sur les pays les moins avancés, où il était dit clairement qu'un des leviers sur lesquels on doit agir, c'est d'augmenter les salaires. Je n'invente rien, c'est la CNUSED qui le dit. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Si des rapports sortent, où des gens disent clairement que pour pouvoir être un pays émergent, pour pouvoir évoluer vers la croissance,
vous ne pouvez le faire sans augmenter les salaires des fonctionnaires, des travailleurs, ben, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? La question est posée. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut imaginer ou envisager l'émergence sans la création d'une classe moyenne émergente. Comment est-ce que vous voulez avoir une classe moyenne émergente en tant qu'État? Les seuls leviers que vous avez, c'est de faire en sorte que ce que vous payez, vous puissiez augmenter le revenu. Donc l'État, le gouvernement, ne peut agir que sur le salaire des fonctionnaires pour augmenter leurs revenus. Cela pose la question du modèle économique que le Togo veut choisir. Quel est-il? Personne ne le sait. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire clairement quel est le modèle économique que le Togo définit clairement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour ne pas faire trop long, je vais vous dire juste qu'il ne s'agit pas pour nous les travailleurs d'entretenir une émulation joyeuse dans la pauvreté. Non, on ne peut pas nous demander de nous taire, d'accepter tout et d'attendre qu'un jour, le salaire devienne une priorité pour les gouvernants. D'autant plus que depuis plus de 20 ans, nous avions attendu sagement, en tout cas nos parents ont attendu, nous sommes arrivés les trouver dans la situation de patience. Mais on se dit non, on ne peut plus continuer par attendre. Sinon, mais nos enfants viendront nous retrouver aussi et vont attendre jusqu'au jour où, bon gré mal gré, le gouvernement voudra décider que les salaires seront une priorité. Donc vous avez l'impression aujourd'hui très nettement que le salaire n'est pas du tout la priorité du gouvernement. Je ne dirais pas que ce n'est pas la priorité. En tout cas, dans l'immédiat, ça n'a pas l'air d'être une priorité pour le gouvernement. Sinon, on pourrait comprendre que le gouvernement devrait planifier cela et dire, voilà, d'autant plus qu'on a négocié avec les syndicats en 2013 et qu'il y a un accord qui court, on pourrait voir comment faire en sorte qu'on puisse augmenter le salaire en 2015. Parce qu'on avait décidé, on avait dit ensemble qu'on ne pourrait pas supporter de voir le même salaire obtenu en 2015. Puisque on avait envisagé une dynamique d'évolution des salaires. Donc c'est ça qui fait un peu la frustration au niveau des fonctionnaires au jour d'aujourd'hui. De manière globale, il faut se dire que c'est le contexte même du travail au Togo qui pose problème. Aujourd'hui, vous regardez un peu partout les contestations qui montent, les troubles sociaux qui sont en train de couver, que ce soit les grèves au niveau de Ouassem et de Fortia à Tabligo, que ce soit la grève à la SNPT au niveau de Harotwe. Vous remarquez aujourd'hui que le secteur du travail au Togo est un secteur qui est assez réglementé, mais qui est en pleine ébullition parce que ça ne va pas. Les salaires ne vont pas du tout. Mais ce n'est pas typiquement togolais, cette situation-là. Oui, mais quand vous dites que ce n'est pas typiquement togolais, mais rendez-vous compte que dans les pays qui nous entourent, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Bénin, le Niger, qui viennent d'augmenter tout récemment le salaire de leurs fonctionnaires, mais eux, ils font comment? Mais il y a encore de la grogne sociale dans ces pays. Mais c'est clair que tant que vous ne ferez pas autant, les gens auront toujours à redire. Mais le mal, c'est qu'au Togo, on n'est même pas encore arrivé à la moitié du chemin. Parce qu'on fera quelque chose que les fonctionnaires diront non, que ce n'est pas suffisant. Je vous dirais que les Togolais sont un peuple très patient. Je ne sais pas quel peuple, quel groupe de travailleurs pourrait supporter de maintenir le salaire de 94 en l'État jusqu'en 2006, 2007, 2008. Je ne connais pas quel peuple accepterait ça. Pendant plus de 15 ans, le salaire des travailleurs togolais est resté comme tel. Le pouvoir d'achat de 1994 est resté le même jusqu'en 2000, 2005, 6, 7 par là. Avant qu'on ne commence pas à avoir 1%, 2%, 3%, 8% d'augmentation. Vous comprenez? On ne peut pas aujourd'hui nous accuser de ne pas être patient. On l'a été tellement. Donc là, il se pose un problème et je pense pour ma part qu'il est temps qu'on s'asseye et qu'on en discute sérieusement et qu'on se dise comment est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte qu'on rattrape les 15 ans de retard que le Togo a accusé en matière de salaire. C'est fondamental. Alors maintenant, vous avez fait observer un mouvement de grève donc ce jeudi, comme on le disait en entrée d'émission. Quel bilan vous faites de cette journée-là? Est-ce qu'elle a été à vos yeux fructueuse? Fructueuse? Non, je dirais plutôt réussie. Donc pour nous, cette journée a été réussie. Nous avions de manière globale un taux d'observance de la grève à plus de 80%. Mais le fait que nous avions noté, et je pense que vous me posez la question, c'est que les secteurs qui ont plus suivi la grève, c'est la santé et l'éducation, d'accord? Mais que l'administration, par exemple, on a constaté quelques timidité à respecter la grève. Mais de manière globale, elle a respecté à 45%. Est-ce qu'il n'y a pas trop de grèves?
Non, je ne pense pas qu'il y ait trop de grèves. Par contre, ce sur quoi je veux rebondir, c'est que la raison pour laquelle l'administration a de la peine à respecter le mot d'ordre de grève de manière globale, c'est que notre administration a été longtemps politisée. Et je ne dirais même pas longtemps, mais je pense qu'elle l'est toujours. Elle le reste, oui. Oui, je pense qu'elle l'est toujours. C'est un des problèmes de notre administration ici au Togo. Non seulement ça, il y a aussi le fait que c'est une administration qui est longtemps restée, je ne vais pas dire clientéliste, mais familiale. C'est-à-dire que les postes se donnaient un peu sur des relations familiales. C'est-à-dire tel cousin, tel neveu, tel oncle, telle nièce et tout ça. Donc on donnait des postes aux gens sur la base des relations familiales et sur la base du militantisme politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces personnes se sentent redevables et n'ont pas le courage de faire la grève. Je vous donne juste un exemple. Vous savez, la grève du jeudi a connu un fait. À Kara, le directeur régional de l'enseignement de Kara, M. Kadanga Poro, Katanga, ouais. voilà, a jugé bon devoir convoquer à lui les délégués syndicaux de la synergie le vendredi. Et il leur a dit clairement, je paraphrase, que la synergie des travailleurs du Togo est la branche armée de l'opposition et donc a pour objectif et vocation de faire tout pour perturber les élections présidentielles. Comprenez que cette déclaration traduit à quel point le Togo est gangréné par ce militantisme dans son administration. Les gens pensent qu'ils sont à des postes administratifs parce qu'ils sont militants d'un parti. Mais j'ai juste demandé à savoir, est-ce que ce monsieur a écouté les propos du président à Arwandjelo? Je crois qu'il faut faire la part des choses. L'administration togolaise a un problème. Nous parlons des salaires. Les travailleurs font grève pour avoir leur salaire augmenté. Je veux rappeler à ce monsieur que notre Constitution, en son article 39, dispose clairement et reconnaît le droit de grève aux travailleurs. Et le Code du travail, en son article 216, alinéa 3, dit qu'en aucun cas, tout travailleur qui a observé une grève et qui, par droit, peut recouvrer son poste, ne doit être menacé de sanctions. Alors, comment pouvez-vous comprendre qu'en dépit de l'existence de ces tests-là, des gens ont encore le courage de convoquer à eux leurs collègues travailleurs pour les intimider en leur disant qu'ils sont une branche armée d'une opposition dont le but est d'empêcher les élections? Je suis désolé. La synergie dans ce pays a commencé en 2013. Et qu'ils vous en souviennent que quand les périodes électorales sont arrivées, nous avions connu une suspension de nos activités pour qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'il n'y ait pas d'explication ou bien d'accusation injustifiée. Mais alors, parfois, vos appels à la grève tombent sur des jours où il y a des manifestations. On se dit parfois qu'il y a des connivences entre vous. Oui, c'est ce que la pensée commune peut, si elle n'a pas envie de faire un effort de réflexion, peut comme ça pendre. On peut supputer d'une quelconque coïncidence, qu'elle soit heureuse ou fâcheuse, je n'en sais rien, mais c'était une coïncidence. Et l'autre fois, je l'ai dit, qu'on ne peut pas nous imputer le fait, d'autant plus que nous avions pris, nous, la décision de faire la grève bien avant que d'autres organisations aient décidé de faire la marche. Donc, on ne peut pas nous imputer le fait d'une quelconque connivence avec ces organisations-là. Et d'ailleurs, le droit de grève est reconnu par notre Constitution. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'aujourd'hui, à tout bout de champ, pour un petit problème, les gens veulent avoir une explication politique à la chose. Non, notre pays doit arrêter d'être hyper politisé et choisir la voie du développement. Nous pensons qu'il est temps que nous puissions rapidement rattraper le retard de 15 ans que les salaires des fonctionnaires togolais a connu. Donc ce retard-là, nous devons le rattraper. Comment? En entreprenant avec le gouvernement des négociations et des discussions et en faisant en sorte que le gouvernement puisse respecter les engagements que lui-même il a signés. Et on n'a pas d'autres faits ou d'autres, je ne sais pas, moyens que la grève pour l'instant. Nous pouvons aussi choisir de marcher ou de faire des sit-ins. Nous pouvons le faire, mais pour l'instant, nous avons fait le choix de la grève pour ne pas rentrer également dans des supputations incongrues. Donc vous comprenez que au Togo, c'est extrêmement délicat. Nous sommes dans un équilibrisme qui ne dit pas son nom. Tu as peur de faire ça parce que tu ne veux pas qu'on t'identifie à tel.
Vous comprenez? On ne peut plus continuer comme ça. Sinon, on va devenir paranoïaque. Alors, dites, est-ce que vos mouvements de grève, c'est juste de la grève pour de la grève, ou bien vous en tirez quand même parce que ce jeudi, il y a eu cessation de travail? Est-ce que c'est juste ça? Non, ce n'est pas de la grève pour la grève. Non, ça, il faudrait que je vous arrête tout de suite. Je l'ai dit tantôt, nous ne faisons pas l'apologie de la grève. Nous ne sommes pas dans une démarche anarchique. Nous sommes dans une démarche réfléchie. Nous avions fait la dernière fois une grève de 24 heures. 24 heures, et nous avions dit que c'était pour nous un signal fort à adresser au gouvernement pour lui dire que la question des salaires et pas ricochet, la question de la qualité de la dépense publique pour les travailleurs était une priorité. Et donc nous voudrions que le gouvernement en fasse une priorité aussi. Autant les routes sont une priorité, nous voudrions également que pour le gouvernement, les salaires soient une priorité. Autant les élections sont une priorité, nous voulions aussi que le salaire des fonctionnaires soit une priorité. D'autant plus que le constat est fait par le gouvernement lui-même que ce salaire a 15 ans de retard. Et dans la dynamique d'aller vers l'émergence, d'ici 2030, on ne peut pas concevoir qu'on ne puisse pas penser à l'émergence d'une classe moyenne. Et on ne peut aller à cette émergence de la classe moyenne qu'en augmentant le salaire des fonctionnaires. C'est le seul levier que l'État, le gouvernement a en tant que gouvernement sur lequel il peut agir. Le secteur privé a son levier aussi pour agir. Mais le gouvernement ne peut pas parler d'émergence s'il ne s'emploie lui-même à créer les conditions de l'émergence. Donc créer une classe moyenne qui consomme, une classe moyenne qui a un pouvoir d'achat, ce n'est que la solution, moi en tout cas à mon sens, la solution par laquelle on peut y aller. D'autant plus que ce n'est pas nous qui le disons forcément, mais la plupart des rapports disent, et même Jeune Afrique l'a dit, que le pouvoir d'achat au Togo est en berne. Le pouvoir d'achat au Togo est en berne. Donc, ça, ce n'est pas... C'est une vérité. Vous comprenez? C'est comme le soleil. On ne peut pas le cacher. C'est une vérité qui est là. Et donc, il faut faire l'effort d'aller forcément à faire en sorte qu'on augmente d'une manière ou d'une autre ce pouvoir d'achat en augmentant les salaires. Vous comprenez aujourd'hui, oui, on constate le prix des produits de première nécessité sur le marché. C'est exorbitant. Comment voulez-vous que des gens qui ont 35 000 francs CFA de SMIC, qui doivent payer un loyer, qui doivent payer l'électricité, payer leur consommation en eau, se vêtir, se nourrir, puissent vraiment arriver à s'en sortir? Et si je donne l'exemple tout à l'heure du salaire, du solde de base, de nos cadres A1, enseignants, médecins, fonctionnaires de l'administration publique, vous comprenez que s'ils stagnent dans les 100 000 francs CFA et n'arrivent jamais à dépasser les 200 000 francs CFA, qu'il y a un problème. On ne peut pas au XXIe siècle vivre avec un salaire de ce montant-là. C'est inconcevable. Maintenant, la synergie des travailleurs du Togo, vous l'avez dit, hein, il y a les enseignants, il y a le corps médical. On a un peu comme l'impression que ce sont les deux corps de métier les plus actifs. Bon, ce n'est pas une fausse impression, mais je peux vous dire que le problème de l'administration, c'est la peur. Notre administration, je ne vais pas employer une expression, mais elle est gangrénée par une peur. Il y a une peur qui tient notre administration. Elle n'est pas névrosée, mais elle est carrément schizophrénique. Parce que les gens ont peur d'observer la grève du fait de la pression patente ou tacite qu'exercent les responsables, qui, eux, pensent qu'ils doivent leur poste aux décideurs politiques. Et que donc leur poste, c'est des postes qui doivent se justifier par le zèle politique. Et donc pour ce faire, ils se comportent comme tel. L'exemple du directeur de l'enseignement de la région des Cara, et puis de son homologue des plateaux, M. Amessiamenou, je crois, qui aussi a convoqué à lui les délégués syndicaux pour les intimider, leur dire la même chose, que la synergie était une branche armée de l'opposition, dont l'objectif est de pouvoir perturber les élections. Ce n'est pas le cas. Moi, je veux le dire que ce n'est pas le cas. Je veux rappeler à ces messieurs-là, autant qu'ils sont, d'ailleurs, que les 30 000 francs qui ont été obtenus par la synergie pour les cadres, ils les ont sur leur salaire. Ils en bénéficient au même titre que les autres travailleurs qui ont fait la grève et qu'ils menacent à longueur de journée. Alors, le bon sens voudrait que ces messieurs qui ne veulent pas observer la grève et qui menacent leurs collègues, le bon sens voudrait, s'ils sont honnêtes, de refuser de percevoir ces augmentations-là, si jamais elles sont opérées. Moi, je leur demanderais simplement de renoncer aux 30 000 francs
Et donc, ils seront en droit aussi d'interdire aux gens de faire grève. Voilà. Et je veux leur rappeler que notre Constitution reconnaît le droit de grève et que le Code du travail aussi reconnaît qu'on ne doit en aucun cas menacer les travailleurs qui font grève. Et je veux leur dire simplement que la synergie a décidé qu'à compter de maintenant, toutes les personnes qui jugeraient bon de menacer ou d'intimider un travailleur, si la preuve faite de la menace va se retrouver traduite devant le tribunal du travail et on fera un procès. Alors, au début de la synergie, il y a eu le problème, le gouvernement a évoqué que la synergie n'était pas un interlocuteur valable parce que n'étant pas une centrale syndicale. Est-ce que les démarches sont en train d'être faites pour que la STT devienne une centrale syndicale? Monsieur Samuel, vous avez vu juste. Les démarches sont vraiment avancées et nous avions fait l'annonce solennelle tout récemment à notre Assemblée générale l'avant-dernière, où nous avions dit que la synergie allait devenir une centrale. Les démarches sont assez avancées et très bientôt nous irons à une assemblée constitutive qui va donc lancer la synergie comme centrale syndicale. Pourquoi centrale syndicale? C'est pour vous dire que la plupart des travailleurs togolais aujourd'hui n'ont espoir qu'en la synergie. Nous avions été sollicités par bon nombre de secteurs, nos camarades travailleurs des impôts et des douanes. Et là aussi, c'est un désastre, qui ont été licenciés, plus de 700 qui ont été rejetés comme ça sur le carreau, qui aujourd'hui sont sans rien, sans travail, sans salaire, qui ont des familles à nourrir. Nos camarades de la zone franche, je veux citer Wassem et Fortia, qui sont actuellement en mouvement, nous ont interpellés aussi. Nos camarades de Nina, par exemple, où ils se retrouvent à faire 10 heures de travail debout, dans des conditions iniques et à la limite cyniques. Donc, tous ces camarades de travail, enfin travailleurs, nous ont donc interpellés et ont demandé à intégrer les rangs de la synergie. Au départ, comme on n'était pas une centrale, on a dit qu'on ne pouvait pas, en fait, prendre leur cause en main. On ne peut qu'être solidaire à leurs actions. Mais ils ont insisté et donc on a jugé opportun donc de faire de la synergie une centrale pour pouvoir ouvrir nos portes à ces secteurs-là, privés, informels, parapublics, et faire de la synergie la centrale au Togo. Une force assez représentative qui puisse décider et parler au nom des travailleurs et faire en sorte que nous ayons vers des conditions plus humaines. Parce que les centrales qui existent déjà ne parlent pas forcément au nom des travailleurs. Non, je ne l'ai pas dit cela. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les centrales parlent à leur manière. Et je les salue ici parce qu'elles ont fait un travail remarquable. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Et elles font tous les jours ce qu'elles peuvent faire pour que les choses se fassent. Vous savez, notre pays, quelque part, est considéré pas plus d'un comme étant un pays atypique. Je ne suis pas d'avis. Je pense que le Togolais doit se dire que son pays doit le construire lui-même. Et donc, c'est à nous de nous lever pour bâtir notre pays. Notre pays n'est pas plus différent des autres pays. Et on doit faire en sorte que notre pays soit un pays normal, pas atypique comme on aime à le juger. Donc, les centrales ont fait et font ce qu'elles peuvent faire. Et donc, nous devenons aussi centrales pour les appuyer à faire mieux, en fait. Donc, c'est un peu la logique dans laquelle nous sommes. Alors, dites-nous, oui. Non, allez-y. Alors, après la grève de jeudi, maintenant, quelle va être la prochaine étape? Alors, merci Samuel. Ce serait un doux euphémisme que de le dire ainsi. La prochaine étape serait encore une grève. Excusez-moi de le dire comme cela. Alors, la prochaine étape, en fait, c'est que nous avions reconduit le vendredi dernier, donc à notre Assemblée générale, nous reconduit la grève pour la semaine qui vient. Il s'agira d'une grève de 48 heures. Vous comprenez que nous augmentons en palier. De 24 heures, on est passé à 48 heures. Et pour la grève du jeudi et vendredi prochain de 48 heures, elle sera particulière parce que le mot d'ordre de grève porte une mention intéressante et délicate, enfin assez importante. C'est que les cours dans l'enseignement seront considérés comme faits. Les chapitres, en tout cas, de ces 2 jours de grève. Ça avait déjà posé un problème dans le temps. Je répète, on a vu des milliers d'élèves dans la rue. Je répète que les chapitres qui seront faits ces 2 jours sont considérés comme faits. Et au niveau de la santé, il y a certains services qui risquent d'être fermés, des services essentiels. Je veux citer par exemple la mort pour les 2 jours qui arrivent. Et c'est pour vous dire que les travailleurs sont en train d'augmenter un peu la pression à leur niveau. Et malheureusement, donc, ce n'est qu'au baromètre de cette pression-là que nous pouvons espérer peut-être un retour dans les plus brefs délais du gouvernement. Je voudrais dire quand même
que nous avions une oreille attentive auprès du Premier ministre qui nous écoute. Maintenant, il faudrait que, en plus de l'écoute, nous puissions arriver à un accord réel qui dise concrètement combien sera l'augmentation des salaires pour les fonctionnaires togolais pour 2015 par exemple. Ça, c'est une mesure concrète. Pour une chose, ce que vous prévoyez, vous ne craignez pas qu'on vive encore le scénario qu'on a vécu avec des élèves dans la rue, où il y a eu des morts à Dapaon et tout. Vous n'avez pas cette crainte-là? Non, nous n'avions pas demandé aux élèves de sortir dans la rue. Ni en 2013, ils sont sortis parce qu'on ne leur fait pas les cours auxquels ils ont droit et pour lesquels ils ont payé. Nous ne demandons pas aux élèves de sortir dans les rues. Nous n'avions jamais demandé ça, on ne le fera pas. Nous, on dit juste que nous avions le droit et le devoir d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vous venez de dire tout à l'heure qu'en 2013, 2 enfants sont tombés à Dapaon. Ils sont morts pour la cause des travailleurs. Douti et Ansel, 12 ans et 21 ans, sont morts dans ce pays pour la cause des travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, leur mémoire semble être oubliée. Mais moi, je dis, nous n'avons pas intérêt à oublier leur mémoire parce que ces enfants sont morts. Et malheureusement, des gens qui interdisent la grève, qui sont contre la grève, perçoivent 30 000 francs parce que ces enfants sont morts. Vous voyez à peu près comment est-ce que les gens peuvent être cyniques. C'est ça le drame du Togolais. Le Togolais n'arrive pas à regarder au travers du prisme de la réalité et de la vérité les faits. Et de se dire, en dépit de mon engagement politique, de mon appartenance politique, ce fait est réel. Le fait de dire que le salaire des Togolais stagne depuis 15 ans, il est réel. Et c'est un mensonge de le dire. Et ce mensonge de dire que le pouvoir d'achat des Togolais est en berne et qu'il faut l'augmenter si nous voulons vraiment relever le défi de l'émergence et du développement de notre pays. Alors, il faudrait quand même qu'on ait le courage d'aller à l'essentiel. Maintenant, ces gens-là qui pensent, bon leur semble, vouloir accuser, intimider, faire pression sur les gens, les accuser de je ne sais quel adjectif pour juste les mettre en porte-à-faux avec soit le président ou le premier ministre pour les opposer sur un terrain politique, je dis non. On ne peut justifier au Togo aujourd'hui du fait que nos revendications sont des revendications politiques. Elles sont d'ordre social. Et ça, je voudrais le dire clairement et le marteler fermement. On ne peut au jour d'aujourd'hui inférer cela de la part de la synergie. Donc vous comprenez que pour nous, c'est un besoin vital. Qu'en l'honneur de la mémoire de ces enfants-là, Anselme et Douti, qui sont morts à Dapaon, pour nous travailleurs, que nous puissions au moins arriver à obtenir ce pourquoi ils sont morts. Donner un pouvoir d'achat aux Togolais. Et je vous dis, et vous le savez très bien, qu'une fois que le travailleur, le fonctionnaire, le salarié a un pouvoir d'achat qui est élevé, ça rejaillit sur tout le monde. Les bonnes dames au marché peuvent vendre. Nos amis et frères qui font les émigrants, ben, ils arrivent à conduire les gens au boulot et ils sont bien payés. Les chauffeurs, les transporteurs routiers, ils sont bien payés également. Parce qu'en fait, l'argent vient d'où? Ben, ça vient de ce secteur-là aussi, entre autres. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous faire le procès d'un militantisme qui n'est pas vérifié, qui n'est pas prouvé, pour juste nous opposer aux principaux dirigeants de ce pays, je dis non. Je dis que ces turiféraires d'un temps dépassé, ces idéologues surannés, ben, ils ont tort de le penser. Et aujourd'hui, leur voix sera dans le désert à crier tout seul parce que personne ne leur prêtera oreille. Parce que le président lui-même, il sait très bien que notre pouvoir d'achat est très bas. Il sait que le salaire des Togolais est en retard de 15 ans. Et nous savons qu'il pense justement à quoi faire pour pouvoir l'augmenter. C'est pour ça que nous demandons à ce que rapidement, on prenne des mesures politiques pour faire en sorte que ces salaires-là soient remontés. C'est pour le bien de tout le monde et non contre personne. Docteur Tcholignanou, dernière question. Est-ce que le ministre de la fonction publique, le ministre des enseignements primaires et secondaires, le ministre de la santé, qui est le premier ministre, est-ce que tous ont des oreilles attentives à vos causes? Ce qui est, et sur lequel je ne peux aucunement transiger, ce qui est, c'est que nous discutons avec nos ministres et surtout avec le Premier ministre qui a pris sur lui de prendre le dossier des fonctionnaires togolais en main. Nous discutons avec lui et donc nous espérons que très rapidement des mesures politiques concrètes et autoritaires seront prises pour faire en sorte que les travailleurs togolais puissent bénéficier aussi un peu d'une embellie. Parce qu'on ne peut pas continuer. Vous savez, le fait d'entretenir cette situation
de précarité ambiante fait le lit de bon nombre de problèmes. Et ce n'est pas souhaitable pour notre pays qui est en train d'amorcer un tournant important dans l'ère de développement de connaître ces problèmes-là. Donc pour nous, il est important, et on l'avait dit avec les centrales, que le président prenne une décision politique ferme pour pouvoir relever le niveau de vie des Togolais en augmentant le salaire des travailleurs togolais. Docteur Gilbert Tcholignanou, vous êtes le porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Samuel, c'est nous qui vous remercions. Et je voudrais vous remercier au nom de tous les travailleurs togolais pour ce que vous faites pour notre cause et donc vous dire merci. Et vous rappeler que justement la synergie va se battre aussi pour les journalistes pour que vos conditions de travail soient améliorées. Nous saluons déjà ce que tous vos syndicats, qu'ils soient du patronat ou des acteurs que vous êtes, vos syndicats font sur le terrain pour que votre métier soit revalorisé et qu'il soit considéré comme tel. Merci beaucoup. Merci donc à vous qui avez suivi cette émission. C'est la fin. On va se retrouver le dimanche à venir. Portez-vous bien.